Avec ce qui se passe en ce moment sur le marché, d'un côté le Bitcoin qui repasse la barre symbolique des 30 000 $, et de l'autre l'Ether qui repasse celle des 2000 $, on ressent un certain engouement de la part des investisseurs. Alors que sur les 4, 5, 6 derniers mois, le sentiment général était baissier et que tout le monde voyait le Bitcoin et les autres crypto-monnaies atteindre de nouveaux plus bas, là on a cette impression que tout le monde est bullish. Ça ne parle que du Bitcoin à 100 000 $, d'un retour du marché haussier et bien évidemment de la fin de ce bear market. Et j'exagère à peine. Et donc dans cette phase que j'appellerais de transition, beaucoup de gens sont perdus et ne savent pas vraiment ce qui est en train de se passer. Est-ce que oui, c'est décidément la fin du marché baissier et le début du marché haussier, ou à l'inverse, est-ce que c'est un fake out et qu'on va pas tarder à repartir à la baisse? Alors pour bien comprendre la période actuelle, c'est primordial de comprendre les cycles de marché en crypto-monnaie. Et pour ça, je t'invite à aller voir cette vidéo parce que tout y est détaillé. Aujourd'hui, on va faire abstraction du prix, du sentiment général du marché et de l'engouement créé depuis le début de l'année 2023. Et ça, pour deux raisons. Premièrement, et ça fait déjà plusieurs fois que je le dis, selon moi, le bottom a déjà été atteint. Autrement dit, sur ce cycle-là, il y a peu de chances que le Bitcoin descende plus bas. Alors évidemment, c'est toujours la même chose. Quand je le disais et que le Bitcoin valait 16 000 $, personne n'y croyait. Et maintenant qu'il vaut 30 000, c'est devenu une évidence. Mais on va quand même reprendre tous les arguments factuels qui font que je tiens cet avis-là, encore une fois, depuis plusieurs mois déjà. Et ensuite, ce qu'il faut bien savoir, c'est que sur les cycles à long terme, peu importe que le Bitcoin soit à 30 000 ou 40 000 $ aujourd'hui ou dans 6 mois. Ce qui compte, c'est que durant toute l'année 2023 jusqu'au halving, il soit au-dessus de son prix le plus bas atteint pour l'instant, c'est-à-dire environ 16 000 $. Ceci étant dit, si t'es pas abonné à ma chaîne, je te laisse quelques secondes pour t'abonner, et sinon, on peut commencer sur un format un peu différent d'habitude, tu vas voir. On se retrouve donc directement sur mon écran, on va react deux articles que j'ai écrits. Le premier sur pourquoi est-ce que je considérais que le bear market était terminé. Donc c'est un article que j'ai écrit en novembre-décembre et que j'ai publié début janvier. Donc pour rappeler le contexte, à ce moment-là, le Bitcoin valait entre 16 et 19 000 $ et il venait de subir la chute de la deuxième plus grosse plateforme qui était FTX. Donc tout le monde avait encore ça en tête, le moral était au plus bas. Il y avait une certaine chasse aux sorcières sur les exchanges centralisés. On cherchait à savoir lequel était le prochain qui allait tomber. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé 15 raisons factuelles parmi tout ce que je voyais sur le marché pour dire effectivement que le bear market était terminé, malgré évidemment ce qui venait de se passer avec FTX. Donc déjà voilà, pour revenir sur ce qui se disait un petit peu, sur la deuxième partie de l'année 2022, l'activité favorite des gens sur Twitter, c'était d'essayer de deviner quel serait le prix le plus bas atteint par le Bitcoin durant ce cycle. Donc c'est ce qu'on appelle le bottom. Et donc ça parlait de 31K, il a effectivement été atteint, 23K a été atteint également, 19K a été atteint également, et puis à ce moment-là, tout le monde parlait du Bitcoin à 12, 13 000 $ à peu près. Et moi, la première chose à laquelle je voudrais faire référence, c'est que c'est beaucoup plus pertinent finalement de regarder où est-ce qu'on se situe dans le cycle en termes de temps plutôt qu'en termes de prix. Parce que finalement, le prix, personne ne peut le deviner exactement et ça va dépendre de tout un tas de facteurs qui ne dépendent pas de nous. Si on part du principe que le Bitcoin respecte bien ses cycles, alors on sait que le bottom devrait arriver à peu près entre octobre 2022 et février 2023. Et donc si on regarde ce graphique-là que j'ai ajouté à l'article, on comprend très bien cette idée de cycle, tout simplement parce qu'il s'est toujours répété tous les 4 ans depuis la création du Bitcoin. En gros, on peut se dire que en 2012, c'était de l'accumulation, 2013, bull market, 2014, bear market, 2015, accumulation. Puis on a eu l'année d'un nouvel halving qui était en 2016, donc accumulation, 2017, bull market, 2018, bear market et 2019, accumulation. Encore une fois, nouvel halving en 2020, donc on repart au début, accumulation, 2021, bull market, 2022, bear market, et on arrive en 2013 sur cette année d'accumulation. Donc globalement, ce qu'on remarque, c'est que le bottom est souvent atteint, soit sur les 2-3 derniers mois de l'année du bear market, soit sur les 2-3 premiers mois de l'année précédant le halving. Maintenant qu'on sait ça, que le halving soit à 20 000, 19 000, 16 000 ou 13 000 $, on s'en fout. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est dans cette période-là. Donc déjà, c'est littéralement le premier fait qu'on pourrait prendre en compte. C'est que selon les cycles qu'on a l'habitude de voir, on se trouve exactement sur la période de fin du bear market, c'est-à-dire cette période-là dans laquelle on atteint le fameux bottom. Et c'est pour ça que je t'ai ajouté sur le graphique le bottom des derniers cycles. On en a eu un en novembre 2011, puis un deuxième en janvier 2015, et c'est quand même très intéressant de voir que le prix est venu remécher plus ou moins au niveau du bottom l'été qui a suivi, et puis le dernier en décembre 2018. Ensuite, point numéro 2, c'était que le marché était alors à la capitulation. Aujourd'hui, vu l'engouement, c'est plus compliqué de le dire, je vous l'accorde, mais en tout cas, à ce moment-là, c'était le cas. Et donc, si on prend le graphique de gauche qui représente tout simplement le cycle psychologique, c'est-à-dire les différentes étapes du sentiment général du marché pendant un cycle, on se rend bien compte que graphiquement parlant d'un côté et dans la psychologie des investisseurs de l'autre, on était effectivement au plus bas.
Troisième point, on se rend compte que sur les 6, 7, 8 derniers mois, énormément de projets ont commencé à build, c'est-à-dire commencer à se construire pour préparer le marché haussier de demain. Et donc il y a de fortes chances que sur cette année 2023, et en vrai c'est déjà le cas, on voit arriver de nouvelles tendances qui seront ce qu'on appelle les narratifs du prochain bull market. Par exemple, vous avez forcément déjà entendu parler de la DID, donc la Digital Identity, donc l'identité digitale, qui est une manière de digitaliser et de tokeniser notre identité dans le numérique. Et ça pour moi c'est l'une des narratifs qui peut être la figure de proue du prochain marché haussier. Point numéro 4, le désintérêt du marché. Les audiences des influenceurs, des youtubeurs, etc. étaient au plus bas. Et ça paraît rien à première vue, mais en fait c'est un indicateur très très puissant. Parce que ça veut dire qu'il y a un très grand désintérêt sur le marché, que personne ne s'intéresse à la crypto-monnaie. Et comme vous le savez sûrement déjà, les marchés haussiers se construisent dans les désintérêts. Autrement dit, la fin des marchés baissiers, c'est quand personne ne s'y intéresse. Et donc finalement, ce que tu voyais encore sur le marché quand le Bitcoin valait 16 000 $, serait très probablement resté si le Bitcoin était descendu à 13 000 ou 8 000 $. Autrement dit, c'est ceux qui construisent et qui croient vraiment en l'écosystème, quel que soit le prix. Et toutes les personnes qui pensent que le Bitcoin est mort et que ça ne remontera plus, ils sont déjà partis. En point numéro 5, c'est qu'aucun média traditionnel ne parle de crypto, si ce n'est pour parler de FTX. Et ça, encore une fois, ça montre le désintérêt du grand public. Parce que si on regarde bien, surtout quand ça parle de crypto-monnaie, les grands médias, pour faire du clic, ils doivent véhiculer deux émotions. La première, c'est l'euphorie, et la deuxième, c'est la peur. Et donc, en bull market, ils vont véhiculer l'euphorie en véhiculant toutes les bonnes news, entre guillemets, qu'il y a autour du marché crypto. Mais dans une période comme la période actuelle, ils savent que ce qu'il faut, c'est faire peur. Et donc, ils vont parler de la crypto que pour dénoncer les dérives de ce marché-là. En point numéro 6, il y a beaucoup de particuliers qui ont quitté le marché à perte, que ce soit volontairement ou non. Au moment où j'écrivais l'article, on pensait que les pertes des clients d'FTX s'élevaient à près de 2 milliards de dollars. En fait, c'est beaucoup plus. Et je pense qu'on s'approche plus des 8 milliards de dollars. Et du coup, quand on sait ça, on s'imagine très bien que des gens qui ont perdu toutes leurs économies à cause de ça ne voudront jamais remettre un centime dans la crypto-monnaie. Et si tu ajoutes à ça la situation économique actuelle qui est qu'il y a énormément d'inflation dans beaucoup de pays, concrètement, les gens, ils ont clairement autre chose à faire que de jouer avec leur argent. Donc, soit ils ont perdu leur argent, soit ils le retirent. Et encore une fois, ceux qui restent sur le marché, c'est ceux qui pensent que le Bitcoin remontera et qu'il y aura un prochain cycle. Et ça, que le bottom soit à 16 000, 13 000 ou 8 000 $. En numéro 7, c'est que toutes les entreprises hors Web3 qui avaient lancé un projet dans le Web3, que ce soit une collection d'NFT, un métaverse ou autre, ils ont presque tous sorti ce projet de leur roadmap. Alors oui, il y a des exceptions, et en plus, il y a quelques initiatives récentes qui me donnent tort. Mais on va pas se mentir, entre septembre et décembre 2022, toutes les marques de luxe, de sport, etc., en fait, toutes les marques qui avaient lancé un projet dans le Web3, ils s'y intéressaient même plus. Ils avaient suffisamment surfé sur la hype à leur goût. En numéro 8, c'est que le marché a déjà déraciné les mauvaises herbes. Je pense évidemment à SBF de FTX ou Do Kwon de Luna, mais en fait c'est bien plus large que ça. Parce que comme vous le savez sûrement, le marché est quand même très interdépendant. Quand on sait que c'est toujours les mêmes fonds d'investissement qui financent les fondations qui lancent leur crypto-monnaie, on comprend très vite que quand l'un s'écroule, tous les autres finissent par s'écrouler un moment ou un autre. Et puis de toute façon, je vais pas vous refaire l'histoire, c'est exactement ce qui s'est passé en 2022. Petite pique pour Tether et l'USDT parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui se trame de pas net derrière, mais bon, pour l'instant, ça continue de résister. En numéro 9, c'est qu'il n'y a plus de liquidité sur le marché. Et ça, c'est directement lié au contexte économique parce que forcément, des taux d'intérêt élevés, ça rend les emprunts beaucoup moins accessibles et donc beaucoup moins d'acteurs sur le marché ont de liquidité à investir. Et donc, ce qui se passe, c'est que d'un côté, on a les projets, donc NFT et crypto, qui sont beaucoup moins à lever des fonds et donc à se lancer. Et de l'autre côté, comme on l'a déjà dit précédemment, les investisseurs qui, eux, peuvent moins emprunter à la banque et puis qui, de toute façon, s'ils le pouvaient, ne mettraient pas leur argent dans des actifs aussi risqués que le Bitcoin, les NFT et les crypto-monnaies. Le point positif, donc tu vois que c'est quand même très très lié à ce que j'ai dit précédemment sur les projets qui se construisent, c'est que globalement, les projets qui arrivent à lever des fonds, ils sont plus solides. En numéro 10, c'est qu'absolument tout le monde sur le marché était bearish. Encore une fois, c'est pas un point qui peut s'adapter à la situation actuelle d'avril 2023. Par contre, au moment où je rédigeais ces lignes, c'était indéniable. Personne ne voyait le Bitcoin remonter. Et puis pour reprendre mes mots de tout à l'heure, c'est bien quand tout le monde est convaincu que le marché ne remontera pas, qu'il remonte. Maintenant qu'on a vu la fondamentale et le sentiment général du marché, qu'est-ce qu'il en est des indicateurs techniques? Point numéro 11, on a le graphique de The Scalping Pro sur Twitter, qui est quand même très parlant. On voit qu'on a un schéma qui se répète de cycle en cycle, où on a 1, une capitulation, 2, le bottom, en 3, on a une rejection sur une certaine trendline baissière, et puis une fois qu'on passe au-dessus, étape numéro 4, bull run.
c'est arrivé en 2015, c'est arrivé en 2019, et ben c'est ce qui semble arriver également en 2023. Et pour le coup, on voit bien à quel point ça avait bien prédit ce qui allait se passer, c'est-à-dire un retour au niveau des 30 000 $ dans les mois qui suivaient le bottom. En point numéro 12, là on s'intéresse sur le nombre de mois qui ont suivi après le halving. En 2015, on a touché un bottom 26 mois après le halving. En 2018, c'était 29 mois. Et en 2022, on est redescendu à 16 000 $, 30 mois après le halving. En point numéro 13, on se retrouve avec la charte de CryptoCon sur Twitter encore une fois, qui cette fois-ci nous montre le pourcentage de perte ou de baisse qu'il y a eu entre le point le plus haut du dernier marché haussier et le point le plus bas du marché baissier. Autrement dit, le pourcentage de perte totale sur le prix du Bitcoin à chaque bear market. Et ce qu'on voit, c'est que même si c'est pas exactement le même montant, on reste quand même dans un certain ordre de grandeur. Et puis pour terminer, on va regarder ce qu'on appelle des indicateurs on-chain. Ce sont des données qui mettent en valeur ce qui se passe réellement sur la blockchain. Et donc point numéro 14, on va regarder le SOPR, qui est le prix réalisé divisé par le prix payé en dollars. En gros, il mesure la rentabilité des investisseurs. Et sans trop rentrer dans les détails, parce que ce sont des données quand même assez techniques, on remarque simplement une similarité sur le graphique du SOPR entre le bottom de 2015, celui de 2019 et le potentiel bottom de 2022. Encore une fois, vu que c'est assez technique, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails pour cette vidéo, mais je vous mettrai le lien en description qui explique un petit peu tout ça. Et enfin, 15e et dernier point, le Z-Core MVRV. C'est un indicateur qui est utilisé pour évaluer quand est-ce que le Bitcoin est surévalué ou sous-évalué par rapport à sa juste valeur, entre guillemets. Encore une fois, c'est assez technique, donc je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la valeur du marché est significativement plus élevée que la valeur réalisée, ça a historiquement indiqué un sommet de marché, donc les zones rouges sur le graphique. Tandis que la situation contraire a indiqué des creux de marché, donc la zone verte. Autrement dit, alors que le Bitcoin était en plein dans la zone verte en fin 2022, cela signifie qu'il était sous-évalué selon cet indicateur au prix de 16 000 $. Évidemment, tout ça c'est de la spéculation et personne ne peut prédire l'avenir, mais globalement, en prenant en compte les 15 points dont on a parlé, plus aujourd'hui avec le recul qu'on a sur ce qui s'est passé sur les 3 à 4 derniers mois suivant la rédaction et la publication de cet article, on peut croire qu'effectivement le marché baissier est fini et que le bottom a été atteint.